Comment optimiser le taux de conversion des fiches produits sur un site e-commerce? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fiches produits, c'est un des types de pages qui sont le plus visités sur un site e-commerce et en tout cas, c'est les pages qui ont le plus de valeur. Ça vient surtout de Google Shopping, forcément, avec les campagnes Performance Max, mais ça peut venir aussi de la publicité sur Facebook Ads, donc sur Meta, avec les catalogues produits. Donc, c'est un type de page qui est vraiment à pas négliger. Et aujourd'hui, pour parler de ça, je serai accompagné de deux experts. Ce que je vous propose, c'est d'accéder au replay du webinaire qu'on avait fait avec Click to Buy. C'était un webinaire exclusif, c'est la première fois qu'on le publie. Donc, je vous invite à découvrir ça tout de suite et à éventuellement poser toutes les questions que vous souhaitez sur le CRO et l'optimisation du taux de conversion sur vos fiches produits en commentaire de cet épisode. Et juste avant de laisser place au webinaire, si vous voulez auditer votre stratégie CRO et améliorer votre taux de conversion de manière générale sur votre site e-commerce, je vous mets dans la description et dans le commentaire épinglé le lien vers une ressource qui permettra de faire vous-même votre diagnostic. Ça s'appelle l'audit e-commerce. Ça vous permet d'auditer votre stratégie CRO, mais aussi les ads, le SEO, le CRM. Bref, ça fait un diagnostic complet de votre stratégie e-commerce. C'est gratuit, c'est en description et en commentaire épinglé. Et tout de suite, place au webinaire. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre webinaire sur comment optimiser le taux de conversion de vos pages produits. On a quelques chiffres clés à vous présenter. Si on peut commencer par le premier chiffre clé, euh, si on peut passer. Olivier, je pense que c'est Voilà, à toi. un chiffre qui est très important, 5 secondes finalement, c'est la durée moyenne qu'on peut constater avant de quitter, plutôt s'engager en fait sur un site internet. Donc c'est très important en fait aujourd'hui de pas uniquement savoir toucher une audience, mais de pouvoir capter son attention. Après un deuxième chiffre, en fait, 49% de ton trafic, ton audience reste sur ton site au bout de 3 clics. Donc, il y a une corrélation directe entre le nombre de clics nécessaires à faire un checkout, à acheter un produit et le taux de conversion. Donc, en fait, le plus de clics, le moins de conversion. Logique. On voit que ce chiffre pourrait descendre jusqu'à 8% au bout de 8 clics. Ouais. Donc, en fait, c'est très, très important d'apporter, limite, je dirais, un maximum d'informations pertinentes dès que le consommateur arrive sur la page en question. 3%, ouais, taux de conversion moyen d'un site de e-commerce en France, on en a pas mal discuté avec Maxence. C'est vrai que ouais, c'est une moyenne, mais c'est très disparate selon les secteurs d'activité, je crois. Ouais, ça va Ah, dépendre surtout de ce que tu vends et les utilisateurs ont quand même plus de facilité à acheter des produits à 15 € qu'à par exemple 2 000 €. Donc, tu auras des grandes variations, mais ça reste la moyenne constatée en tout cas sur le marché. et ouais, ça dépend énormément du secteur. En plus, même s'il n'y a pas de conversion derrière, c'est possible que le visiteur vienne sur le site pour s'informer, pour regarder un petit peu le produit en question avant de passer à l'achat un peu plus tard. Très bien. Donc, 3 chiffres clés. Ouais, pour Chiffres en clés. rajouter pas mal. Du coup, si on veut optimiser la conversion d'une fiche produit, il faut déjà s'intéresser en fait à qu'est-ce que le CRO, qu'est-ce que le Conversion Rate Optimization. Alors, j'ai pris ici la définition d'HubSpot, que je trouvais assez simple. Voilà, l'optimisation de taux de conversion, un processus qui consiste à créer une expérience qui va convertir in fine en fait notre visiteur en acheteur ou en client ou en lead. Ouais. Alors derrière tout ça, il y a quand même quelques concepts. Moi, j'aime bien en fait, je suis un peu théorique, un peu scolaire parfois, et j'aime bien partager un petit peu ces concepts qui vont nous permettre de nous donner un cadre dans nos actions, dans notre démarche CRO. Euh, un des premiers concepts, c'est Google qui l'a un peu théorisé. C'est le messy middle, c'est la complexité en fait croissante des parcours d'achat. Je sais pas, Dan, tu veux nous en dire un petit mot? Ouais, en fait, on va rentrer dans ces concepts. En fait, le Messy Middle, donc, comme disait Olivier, c'est un framework, c'est un modèle qui a été proposé par Google qui est assez intéressant. En fait, pour vulgariser le concept, à gauche, on voit le tunnel de conversion, le parcours d'achat, on va dire un peu classique. Donc, on imagine le tunnel à gauche. En fait, il y a 4 phases bien distinctes. En fait, le consommateur, le visiteur passe de la phase découverte jusqu'à l'achat. Mais en réalité, c'est plus le cas. Ok. Je crois que c'est Google qui a dit qu'il y a plusieurs centaines de points de contact avant l'achat. Maintenant, Max, si je ne me trompe pas, c'était 500. 500, ouais, c'est ce qu'ils nous ont dit. Donc, ça fait assez énorme comme nombre de points de contact. Sachant qu'ils prennent tout en compte, le fait de voir une pub dans la Ouais, rue, le fait que tu un pote qui te parle d'une marque, etc., il compte que c'est des points de contact. Mais 500 avant un achat, c'est ce qui se passe dans ce fameux Messi Middle là, dont tu nous parles. ouais. Donc, en fait, c'est
c'est cool car il y en a une abondance d'informations, des informations et de choix maintenant, ce qui, dans un sens, c'est bien car le consommateur est mieux informé, mais en même temps, ça peut créer ce boucle en l'infini. Et ça, ça s'appelle le messy middle. En fait, le consommateur passe de la phase d'exploration à la phase d'évaluation, repasse à l'exploration. Il va aller regarder les concurrents, il va regarder les avis sur Internet, des vidéos YouTube, regarder les sites de retailers pour voir, en fait, il ne passe jamais à l'acte d'acheter. Ça, c'est le messy middle. Et en fait, c'est dommage car on fait tellement d'efforts pour générer du trafic sur un site. Si c'est pour envoyer un consommateur, en fait, le faire sortir de ton site, d'aller comparer sur Google Shopping ou bien Retailer ou je sais pas quoi chez les concurrents, en fait, on perce tout ce travail. Autant écarter ce milieu pour présenter un passage direct à l'achat. Donc, c'est ça, comment vraiment enlever ce frein et faire sortir ton visiteur, ton consommateur de cette boucle infinie. Un deuxième concept qui est clé pour moi, hein, qui est vraiment central, c'est les fameux biais cognitifs. Je vais en prendre peut-être 6, moi, que je trouve assez intéressant à avoir toujours un peu en tête quand on fait du CRO ou en tout cas en tant qu'e-commerçant. Le premier, le paradoxe du choix. Donc, si j'ai trop d'options, je peux avoir tendance à figer un peu mes visiteurs. Le deuxième, c'est le biais de nouveauté. C'est la tendance qu'on a en fait à privilégier le nouveau à l'ancien. Donc ça, Apple en fait le maîtrise à merveille. Le principe de réciprocité qui est vachement intéressant, c'est on se sent toujours redevable lorsqu'on nous offre quelque chose. Donc pensez en fait aux actions et aux éléments en fait qu'on va pouvoir mettre sur notre site et qui pourraient au final être récompensés par une action du côté des internautes. Alors le biais de sympathie, hein, ça fait écho au persona. Donc si une personne me ressemble, je vais plutôt lui faire confiance. On sait évidemment en fait que la confiance a des clés en fait, c'est un des moteurs en fait de notre conversion. Le principe d'autorité, on va plutôt faire confiance à une figure d'autorité. Alors, dans le cas de, si je parle de la santé, je vais plutôt faire confiance en fait à un médecin. Puis si je vais parler plutôt finance, plutôt faire confiance à un banquier. Donc voilà, ce principe d'autorité, il est aussi important. Pareil, hein, c'est à raccrocher ça en fait avec la notion de confiance. Puis à le pied de confirmation, c'est un peu la mauvaise foi, ça en fait. Hein, on a toujours tendance à renforcer nos croyances. Hein, on croit que ce qu'on croit quelque part. J'ai un autre concept. On va passer vite dessus. Il est un peu aussi assez théorique. C'est le modèle Hooked qui a été théorisé par un chercheur qui s'appelle Nir Eyal. Concrètement, en fait, Nir Eyal, il va nous décrypter la manière en fait de créer des habitudes avec des produits, avec des applications. Et il a créé un framework en fait avec une première étape qui est de pouvoir toujours utiliser un déclencheur en fait pour attirer l'attention. Bon, tout à l'heure en introduction on parlait des fameuses 5 secondes. Clairement en fait, si je veux interpeller, il me faut un déclencheur. Ce déclencheur doit être mis en correspondance avec des appels à l'action, avec des actions en fait. Hein. Il faut vraiment inciter l'utilisateur à agir et pour qu'il puisse agir, il faut qu'il ait de la motivation, il faut que ça soit simple. Jusque-là, rien de révolutionnaire. Puis à partir de la troisième étape, je trouve ça assez intéressant puisque Nir Eyal nous dit qu'il faut récompenser en fait chacune de ces actions. Alors il va classer les actions. Il y a des actions en fait plutôt sociales, hein, des likes, des choses comme ça. Puis il y a des actions plutôt matérielles. Je vais pouvoir un code promo typiquement. Hein, tiens, j'ai 10%. Puis on va avoir des actions qui vont plutôt flatter aussi notre ego. L'internaute doit pouvoir à tout moment mesurer en fait la valeur des récompenses qu'il vient d'avoir et en passant du temps sur un site internet, il va pouvoir à un moment donné en fait y trouver de plus en plus de valeur. Moi, je trouve les biais cognitifs très très intéressants. En fait, tu as touché un mot sur ça. En fait, chaque secteur d'activité, en fait, chaque type de produit et tout ça, a un biais cognitif qui est très fortement lié. En fait, par exemple, tu as parlé du secteur de santé, par exemple, tout ce qui est parapharmacie et tout ça. Le biais d'autorité, c'est très important. Donc, avoir des petits badges, des signaux qui montrent que ça, c'est un produit qui est bien validé, entre guillemets, par les médecins, par les docteurs. En fait, vu que c'est un produit qu'on consomme, c'est très important de mettre ça en avant. Je me demande s'il n'y a pas d'autres biais cognitifs qui sont fortement liés à certains secteurs, certains domaines, certains types de produits. Donc, par exemple, le biais de nouveauté quand on parle de technologie, en fait, hein, évidemment, ça c'est un élément important. Puis le biais de réciprocité, encore une fois, en fait, hein, si on regarde le modèle Hook, hein, il faut pouvoir récompenser en fait, hein, et récompenser un internaute sur les actions qu'il va créer. C'est pas forcément lui donner en fait un produit ou lui donner un
un code promo. Mais c'est l'amener en fait justement en fait intelligemment vers un chemin de conversion qui va in fine l'aider en fait à finaliser son achat et encore une fois à l'aider. Hein. Si il faut vraiment être très pragmatique, pour moi, si toutes nos actions sont là pour aider un internaute à trouver plus facilement son produit, à l'acheter, à avoir des informations, bah, on fait du CRO et je pense qu'on est plutôt dans la bonne direction pour améliorer vos fameux taux de conversion. Bah, je ne peux pas parler à la place de Maxence, mais je suis plutôt d'accord. Oui, et puis même en CRM, c'est des notions que tu vas retrouver très très souvent. Parce que c'est pas le tout aussi d'avoir le premier achat, mais après, tu as aussi comment tu connectes avec la personne sur la durée. Et là, tu retrouves encore un nombre de biais cognitifs hyper important. Donc en fait, ça te suit partout. Donc c'est des concepts. On revient à la base du marketing, hein, il n'y a rien de digital ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment des concepts à aller creuser pour appuyer sa copie. Parce qu'aujourd'hui, il y a un truc que j'aime bien donner comme conseil qui permet de se dire, bah, ok, mais pourquoi je devrais m'y intéresser? C'est de se dire, bah, aujourd'hui, quasiment tout le monde a énormément de concurrents. Et du coup, le client, il a envie de dire, bah, ok, mais pourquoi je devrais aller acheter chez vous? Et avec ces biais cognitifs-là, en fait, c'est là où ils vont faire leur choix de manière émotionnelle ou rationnelle, mais ça suit sur toute la durée. On a carrément parlé de la partie théorique, on va dire. Là, on va rentrer un peu plus dans la pratique. Donc, en fait, on va parler des best practices. Donc, les best practices à suivre pour une fiche produit qui convertit, une page produit. Avec Maxence et Olivier, on a passé énormément de temps à trouver ces best practices. On a analysé tous nos portefeuilles clients et finalement, on en a trouvé 6. Donc, en fait, on va commencer par le premier best practice. C'est la présentation immersive du produit. En fait, comme disait Olivier juste avant, en fait, la page produit devient le de facto site vitrine maintenant. En fait, pour beaucoup de consommateurs, pour beaucoup de visiteurs, en fait, la page produit, c'est le premier point de contact avec la marque. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important de mettre le paquet sur la page produit. Le digital, c'est très bien quand en fait, ça rend ton produit encore plus accessible aux consommateurs. Mais par contre, c'est difficile de recréer la même expérience, en fait, l'expérience physique en magasin. En fait, tu peux pas toucher le produit, tu peux pas aller demander des conseils à un vendeur. En fait, c'est très difficile de répliquer la même expérience. Donc, comment y arriver? Comment faire en sorte que, en fait, il y a moins d'écart entre ces deux expériences? En fait, au-delà des images de haute qualité, c'est quand même primordial. Il y a des vidéos, il y a des descriptions, des options de personnalisation. En fait, il faut vraiment penser à ta page produit comme un showroom, en fait. Il faut vraiment, en fait, ton image de marque dépend de ça. Si déjà tu n'arrives pas à bien vendre ton produit, bien présenter ton produit dès la page produit, en fait, tu as fait tout ce travail d'acquisition. Rien. Donc, en fait, il faut vraiment, vraiment se concentrer sur le visuel et les descriptions. Donc, après, on parle de validation et confiance. Je pense que Maxence, tu voulais toucher un mot sur ça. Ouais, en fait, celui-là, c'est aussi, on en a parlé, mais aujourd'hui, les gens arrivent par la fiche produit en plus. Donc au-delà du fait que, de toute façon, pour mettre la carte bleue, les gens ont besoin d'être rassurés. Il y a ce côté, j'ai besoin de savoir que d'autres ont pris le risque avant moi. Heu et oui, il y a eu beaucoup de thématiques sur les faux avis clients et cetera, mais ça reste aujourd'hui hyper important. Les labels de confiance, on rejoint les biais cognitifs dont on parlait, tout à l'heure et il y a un point assez intéressant là-dessus sur les avis. Ça me fait penser à une histoire où c'était un organisme de protection des forêts qui disait aux gens, «Attention, plein de gens, arrachent les écorces des arbres, donc nos arbres meurent» et en fait, ils avaient vu qu'il y avait eu une augmentation massive du nombre de personnes qui prenaient des écorces sur les arbres et du coup que ça détruisait parce que, on jouait sur le biais un peu grégaire où, d'autres le font, donc c'est OK pour moi. En fait, c'est ce qu'il faut faire avec la fiche produit, c'est dire: «Il y a d'autres gens qui l'ont acheté, ils sont très contents, donc soyez contents aussi» et c'est un truc à pas négliger du tout et mini aparté là-dessus, c'est dire on disait que c'est de plus en plus une landing, page, donc les gens arrivent là et on a vu beaucoup de fiches produits qui étaient très factuelles, très orientées produits, mais plus du tout marque ou en tout cas on vient pas présenter l'enseigne en tant que telle. Mais parce qu'on partait du principe, pareil tunnel, homepage, page catégorie, page liste, fiche produit. Mais en fait, les gens qui arrivent sur une fiche produit, ils connaissent pas forcément votre marque, donc il faut aussi en parler ici et ça joue aussi sur la confiance. Si vous avez des certifs, il faut les remettre ici et il faut montrer que vous êtes une marque populaire ou rare ou, en tout cas pourquoi vous êtes désirable. Parlons de ça, la clarté et la transparence.
En fait, on a vu la partie politique de retour et garantie et foire aux questions. On le retrouve un petit peu dans la slide précédente, c'est-à-dire les éléments de rassurance. Une foire aux questions, c'est pour répondre à toute question éventuelle. Et la politique de retour et garantie, c'est, encore une fois, au cas où, au cas où il y a un problème, en fait, il n'y a pas de risque. Il y a plus de mal en montrant tes produits qui n'ont pas de stock que tout simplement ne pas montrer le produit. C'est pour ça que chez Click2Buy, nous, en fait, notre solution, ça montre uniquement les retailers qui a le produit en stock. OK? Il faut vraiment faire un effort d'éviter au maximum la déception vis-à-vis de ton visiteur. En fait, non seulement est-ce que tu vas louper la conversion, l'achat, mais en fait, ça va dégrader ton image de marque à l'avenir. Donc en fait, c'est double peine. Sur la notion d'incitation à l'achat, je sais qu'en sur le marché francophone, on a souvent du mal aussi à demander de l'argent. Ça, c'est assez commun. On en revient peut-être à un biais, franco-français. Mais, ce qu'il faut retenir sur ces notions-là, et c'est vrai pour tout le site web, mais encore plus à la fiche produit, c'est, en gros, il faut dire aux gens clairement ce qu'il faut faire. Là, ce qu'on veut qu'ils fassent, c'est qu'ils ajoutent au panier ou qu'ils aillent voir où est dispo le produit. Il faut que ce soit clair. Et moi, j'aime bien les petites catchphrases pour, retenir tout ça. À ce moment-là, dans la fiche produit, en tout cas, c'est ce que j'aime bien dire, c'est «Don't make me think». Il faut pas que la personne se demande: «OK, du coup, comment je fais pour ajouter le produit au panier? Comment je choisis ma taille?» et cetera. Il faut que tout soit très clair, très fluide, et en fait, il faut gommer la friction. Donc, oui, le bouton d'achat doit être bien visible. Si vous êtes sur mobile, bah, le fait de l'avoir en sticky en bas, faites des A/B tests, mais en général, ça booste quand même assez fortement aussi les taux d'ajout au panier. En fait, les CTA, c'est très important. Bah, en fait, il faut être très, très clair. Dans les CTA, c'est quelque chose que nous, on en parle assez souvent. Hem, Même ça peut être tellement bidon, mais en fait, le vocabulaire que tu emploies, dans le CTA, ça compte pour tout. En fait, plutôt que parler en fait, le CTA, c'est Call to Action. C'est plutôt, tu pourrais partir sur des CTV, donc des Call to Value. Donc en fait, vraiment, dans le CTA, dans le bouton, en fait, tu soulignes, tu démonstres la valeur que tu pourrais avoir, ou que le produit t'apporte directement dedans. C'est un petit truc en plus que tu pourrais faire. Donc, accessibilité et engagement, encore une fois, c'est du bon sens. Le mobile, ça compte tellement aujourd'hui. Il y a plus que 50% du trafic qui est mobile maintenant. En fait, les gens commencent, en fait, ça dépend du secteur, bien sûr. Il faut penser, limite, il faut traiter les deux environnements, les deux parcours séparément, différemment. En fait, un parcours d'achat desktop n'est pas égal à un parcours d'achat desktop. En fait, il faut vraiment optimiser l'un et l'autre. Euh, il ne faut pas optimiser l'ensemble en espérant que en fait, tu vas toucher un bon taux de conversion. Autant mettre plus d'efforts et vraiment maximiser le taux de chaque device plutôt que faire une solution en fait, one size fits all. En fait, il faut mettre les deux à part. En plus de ça, on parle de tout ce qui est, on va dire, le côté en fait, engagement, la mise en avant de tous les bénéfices environnementaux. Est-ce que les composants sont recyclés? Est-ce qu'il y a des dons qui sont faits, une partie de, je sais pas, de la marge qui est donnée aux associations et tout ça? Encore une fois, on revient à l'idée que les gens, la plupart du temps, ils achètent avec des émotions. Donc, en fait, il faut jouer sur les émotions. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Olivier? Ouais, juste un petit. Tu parles de mobile, en fait, ne pas juger uniquement en fait les performances mobiles sur uniquement un taux de conversion final. On le sait aujourd'hui en fait que le mobile va nous aider à préparer un achat, donc c'est important d'avoir des KPI qui vont mesurer en fait ce niveau d'engagement-là. Donc, essayer en fait un maximum de créer des KPI pour identifier les internautes en bas du funnel, ceux qui sont vraiment pas loin de l'achat. Et c'est sur ces KPI-là qu'il va falloir juger vos performances mobiles. Sinon, on va être déçu, on va avoir l'impression en fait d'avoir raté nos campagnes, alors qu'elles ont au contraire performé. Et on l'a vu avec le Messi Middles. J'ai travaillé sur l'attribution aujourd'hui, c'est quand même un parcours du combattant. Quand même. Ouais, en fait, donc parfois les résultats peuvent être biaisés justement à cause de ça. Exactement. On a coupé des campagnes alors que finalement, elles nous ont permis quand même de générer pas mal de résultats. Maxence, je ne sais pas si c'est des choses que tu vois chez certains de tes clients. Ouais, tu vois que tu parlais d'attribution, faut pas me lancer là-dessus, mais, effectivement, tu vois que nous, on voit de plus en plus de campagnes gérées à la micro-conversion aussi.
parce que tu vois que les étapes sont plus compliquées et aujourd'hui, tu as beaucoup plus de boîtes noires côté acquisition, mais ça, c'est un autre sujet. Oui, Mais la notion d'aller chercher des engagements, donc par exemple, piloter et essayer d'avoir plus d'ajouts au panier avec un opt-in pour pouvoir faire du reciblage par mail, etc. Tu vas aussi ajouter du cross-canal. Tu dis, OK, mais en fait, toutes les actions valorisées et valorisables sont intéressantes. Il n'y a pas que l'achat dans la vie. c'est ça. Même si à la fin, on sait qu'on veut les euros des clients, il n'y a pas que l'achat dans la vie. Et Maxence, je crois que c'est à toi. C'est un peu light ce slide, mais ça reste quand même très important. Yes, mais en fait, c'est important dans le sens où on reste sur le digital qui est de plus en plus, peut-être pas saturé, mais en tout cas, il y a de plus en plus d'acteurs. Donc, ce qui fait aussi la différence, c'est la capacité à connecter et aussi connecter en direct avec les utilisateurs. Donc, on le voit, il y a de plus en plus de solutions, que ce soit des chats avec les personnes de vos services clients qui vont répondre à des questions. Ça, on le voit aussi sur des produits techniques, mais pas que. Par exemple, sur des sites de vente de croquettes pour chat, en fait, OK, est-ce que c'est apte pour mon chat qui a des problèmes de reins, et cetera? En fait, si on est, le vendredi soir à 21h et qu'on doit acheter des croquettes, en fait, on a quand même besoin d'avoir une réponse. Sinon, on ne sait pas et donc là, l'idée, le chat en direct, c'est la meilleure façon. Il y a des chats communautaires de plus en plus. Les chatbots, vigilance, parce que des fois la qualité, limite ça fait fuir plutôt qu'autre chose. Mais c'est quelque chose à surveiller, à essayer de mettre en place. On a des use cases de clients qui ont réussi à brancher, un chatbot via IA sur toute leur documentation et il y a des résultats quand même assez costauds là-dessus. Et la comparaison avec d'autres produits, là, c'est plus pour répondre à un autre biais cognitif où les gens ont besoin de comparer aujourd'hui. Donc en fait, autant qu'ils comparent entre 3 produits de chez vous plutôt qu'entre 3 produits de vous et 2 autres concurrents. Donc en fait, c'est un peu, et il faut pas tomber dans les côtés un peu obscurs et essayer de faire, de donner une illusion de choix, même si effectivement, en fait, si vous avez 3 produits qui répondent à des besoins un tout petit peu différents, mais autant que les personnes soient au courant déjà qu'il y a ces alternatives, mais aussi, qu'ils comparent quand même entre les produits de chez vous parce qu'à la fin, l'enjeu, c'est quand même qu'ils achètent chez vous plutôt que chez les concurrents. C'est devenu quand même assez costaud comme enjeu aujourd'hui, quand il y a une offre assez pléthorique sur plein de verticales. Donc donner cette capacité-là aux personnes, parce que des personnes qui vont ouvrir 10 onglets versus un autre site qui propose une fonctionnalité comme ça, en fait, vous allez perdre du terrain sur ces utilisateurs-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, c'est autant de traces que vont nous laisser en fait les internautes sur leur niveau d'engagement par rapport à un produit. Si la seule option, lorsque je suis sur une fiche produit, c'est de l'ajouter au panier et que je ne suis pas encore dans cette phase-là prêt à ajouter ce produit au panier, le fait de pouvoir les aider en fait avec des actions connexes dans cette phase préparatoire, nous, ça nous donne quand même l'information de je suis pas prêt à acheter, mais par contre, effectivement, je suis intéressé. C'est bien pour l'internaute, mais c'est forcément très bien pour nous aussi, en fait, en tant qu'e-commerçants, pour nous aider à améliorer encore notre stratégie d'acquisition ou de conversion. Tout à fait. Et je pense que ça sert comme une belle phrase de transition Ouais. à la partie suivante de notre webinaire. C'est vraiment le cœur du sujet, comment optimiser les conversions des fiches produits. Alors, ouais, effectivement, il y a une petite démarche, donc ça commencera toujours par des insights. Alors, ce que j'aime bien dire, c'est que finalement, la démarche CRO, c'est 80% de recherche et 20% de test. Donc, pouvoir identifier un insight, par exemple, on parle de mobile, tiens, seulement 6% des internautes qui entrent sur une fiche produit ajoutent un produit au panier lorsqu'il est en mobilité. Ça, c'est un insight, en fait. On va pouvoir après derrière creuser. Alors, nous, chez Viable, en fait, comme on sait qu'il faut aller vite, et qu'il est important de comprendre en fait ce que font chacun de nos visiteurs, puisqu'on va exploiter vraiment 100% du trafic. On a essayé de scorer en fait, on score l'engagement des visiteurs et notre ambition, c'est de pouvoir à tout moment positionner un internaute sur une des principales étapes d'un parcours d'achat. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, on ne l'invente pas, on n'a pas la boule de cristal. Donc, on va simplement créer des algorithmes à partir de signaux forts. J'ai ajouté un produit au panier, j'ai cliqué sur un produit pour le comparer, je l'ai mis dans ma wishlist, etc. Et puis des signaux plus faibles. Ça fait 4 fois que je viens voir cette fiche produit en moins de 7 jours. J'ai en desktop survolé un prix, j'ai cliqué 3 fois sur les images de ma fiche produit, etc. Donc, tous ces signaux-là, on va pouvoir les combiner et derrière, en fait, nous déclencher
est-ce que je suis en découverte, considération, intention? Et puis finalement, mon job, moi, lorsque je vais faire de l'optimisation de taux de conversion, c'est d'essayer de faire passer en fait l'internaute d'une étape A vers une étape B. Si je viens sur le site parce que je suis curieux par rapport à votre marque, hein, je l'ai entendu à la radio, je l'ai lu dans un magazine ou sur les réseaux sociaux, bon, j'ai pas a priori beaucoup de besoins. Si je viens sur votre site, c'est pas parce que je vais mettre un code promo que je vais acheter. Donc mon objectif, c'est de le faire passer plutôt en fait en considération, de lui donner de la considération sur vos produits. Donc de l'année à minima à aller visiter vos fiches produits, etc. Et donc quand on va personnaliser, alors ou faire de l'A/B test, on va essayer en fait de travailler sur tous ces éléments. En l'occurrence, on parle d'une fiche produit. Quels sont tous les éléments en fait des scénarios qu'on va pouvoir mettre sur une fiche produit pour essayer d'influer, d'aider en fait nos visiteurs à aller à s'engager encore un petit peu plus loin avec nous. Alors, j'ai quelques exemples. La première, en fait, c'est un internaute, hein, on parlait des internautes en découverte, et Maxence, tu parlais de l'importance en fait de pouvoir les embarquer ensuite pour des programmes CRM, PRM. Nous, des choses en fait qu'on fait avec nos clients, c'est que lorsque les internautes sont en découverte, on va essayer plutôt de les inciter à créer un compte, à s'abonner à une newsletter. Finalement, une vente privée, hein, enfin en tout cas, pouvoir s'inscrire et en retour avoir accès à des bons plans, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. On ne va pas le mettre en avant pour tout le monde, mais typiquement, lorsqu'on identifie un internaute qui est en phase de découverte, on va plutôt en fait privilégier ce type de scénario. Et les KPI, du coup, ça va être plutôt le taux d'inscription, le taux de création de nouveaux comptes en fait, hein, qu'on va pouvoir suivre. Donc là, on a vraiment des chiffres qui sont très très intéressants. On a vu des clients avec des plus 57% d'uplift sur des taux de création de comptes. Hein. Donc, si on regardera peut-être en fin de présentation comment on le mesure, mais voilà. Ça, clairement, en fait, on a des bénéfices sur la création. D'autres cas, Dan, peut-être que tu vas en parler là, mais bon, ça, c'est le gros de notre trafic. Hein. Genre 60-70% de nos internautes sont plutôt en considération. Comment essayer de les engager? Je pourrais, mais honnêtement, je pense que Maxence serait mieux placé que moi pour parler de ça. Justement, je Ah, vois ça pas mal vu que en fait, il travaille beaucoup avec Google Shopping. Ouais, en fait, le petit hack qu'on a aussi là-dessus, sur, les landing page shopping, parce que tout le monde se dit: «OK, en fait, Google Shopping, ça permet de faire arriver sur une fiche produit». Oui, mais pas forcément votre fiche produit classique. En fait, vous pouvez aussi avoir des fiches produits qui sont beaucoup plus, promptes à la comparaison et c'est, par exemple, Leroy Merlin le faisait très bien, je sais pas s'ils le font encore, mais où en fait, tu as bien le héros, le produit héros en haut, mais tu retombes très, très vite sur énormément de cross-sell, en fait, et ça te permet de minimiser assez fortement le taux de rebond parce que le comportement qu'on voit sur Google Shopping, c'est que les gens ouvrent plusieurs onglets chez plusieurs marchands potentiellement, et en fait, ils vont très vite aller fermer les produits qui répondent pas tant que ça, parce que, sur Google Shopping, tu as peu d'infos, hein. Tu as une toute petite vignette, le titre du produit tronqué, le prix et potentiellement les frais de port et un début d'avis, et donc en fait, le fait d'avoir des solutions rebond à ce niveau-là, c'est quand même assez intéressant parce que au plus quelqu'un va être engagé chez vous, au plus il va avoir tendance à revenir ou en tout cas à s'inciter parce qu'il y investit plus de temps, plus d'énergie, donc ça crée cette relation, donc le fait d'avoir les alternatives, d'éviter le syndrome de l'impasse, on va dire. La fiche produit ne doit pas être une impasse. Donc, encore dans la phase de considération, on a le concept de guider et conseiller le visiteur tout au long de son parcours en boutique. En fait, comme je disais tout à l'heure, le but, c'est de vraiment répliquer, recréer l'expérience physique en ligne. C'est très difficile à faire quand, en fait, on n'a pas quelqu'un physiquement dans la pièce avec le visiteur. En fait, il y a moins de contact, en fait. Donc, en fait, comment faire ça? En fait, je dis que c'est difficile, mais il y a plein de choses qu'on pourrait faire, qu'on pourrait mettre en place sur son site pour justement rassurer le visiteur dans son choix, assurer qu'en fait, il n'y a pas de risque en achetant ton produit. Et le produit qu'il choisit, en fait, c'est le produit le plus adapté à ses besoins. Ouais. Alors ça peut être croisé aussi du coup à des produits qui
sont un peu plus complexes dans votre catalogue. Donc, la force, encore une fois, de la personnalisation, c'est qu'on n'est pas obligé de le généraliser en fait à 100% des internautes ou à 5% des produits. Tout en restant dans la phase considération, on a tout ce qui est choix au checkout. En fait, j'ai l'impression que j'ai dit la même phrase au moins 3-4 fois, mais en fait, c'est vrai. C'est dommage de perdre tout le travail que tu aurais fait à générer des visites sur ton site et finalement, ce qui bloque, c'est par exemple le choix des canaux de distribution, les canaux d'achat. En fait, on le voit chez nos clients. En fait, parfois, le fait en fait, il n'y a pas tel magasin disponible ou tel magasin qui n'est pas proposé dans les possibilités d'achat, en fait, ça bloque. En fait, les gens, parfois, ils ont une carte de fidélité chez un certain magasin. Peut-être ils veulent aller voir le bien, le produit en physique au magasin. En fait, ce sont des trucs qui jouent un rôle dans la conversion. Et là, on passe à la phase intention. Ouais, bah alors là, on est, alors pour vous donner en fait, en général, c'est entre 10 et 15% du trafic, hein, donc c'est plutôt les abandonnistes, hein, on a plutôt tendance à appeler ça comme ça. Moi, je trouve ça quand même plus positif de les appeler des intentionnistes, des gens qui sont très en bas de mon tunnel et qui sont très proches de l'achat. Ça, c'est typiquement, voilà, le code promo personnalisé, ça permet en fait de pas, encore une fois, généraliser une action à 100% de nos visiteurs, donc de ne pas dévaloriser une marque. Faire trop de promos peut, à un moment donné, aussi un peu tuer la promo. Puis, comme pour tout à l'heure, lorsque j'ai parlé en fait des aides, on peut croiser ça en fait avec certains produits qui mériteraient peut-être d'être un tout petit peu aidés pour améliorer leur conversion, produits sur lesquels j'ai peut-être un taux de rotation un peu faible, des produits sur lesquels j'ai une marge assez intéressante, donc je peux me permettre en fait de venir faire un code promo personnalisé. Moi, ce que je faisais beaucoup en fait, c'est que je le travaillais. Alors, j'avais un site de retail, donc on vendait de la mode, et je le faisais en fait sur tous les produits où j'avais un peu des fins de taille. Hein, donc, si je prenais par exemple un jean, il me restait en fait soit des petites tailles, soit des très grandes tailles. Et en fait, ça venait perturber un peu et mon catalogue. Ça pouvait en fait me créer en fait pas mal de frustration sur l'analyse des campagnes payantes, parce que les gens qui arrivaient sur les fiches produits avaient plutôt tendance à partir, donc c'était compliqué à gérer. Donc, en tout cas, le but, c'était d'essayer de sortir le plus rapidement ces produits-là. Et donc, code promo pour des personnes qui venaient visiter ces produits, ça fonctionnait super bien. J'avais des super taux d'ajout au panier, mais plus que l'ajout au panier, j'avais des très bons taux de conversion. Et aujourd'hui, en fait, on peut être capable, on parlait tout à l'heure de Google Shopping, enfin de Google Ads, Performance Max, Google Shopping. Alors, on pourrait très bien en fait contextualiser, ne faire apparaître en fait ces codes promo que pour les personnes qui arrivent en fait depuis ces campagnes-là. Ça, c'est des choses en fait qui sont tout à fait possibles. Encore une fois, l'idée, c'est pas forcément le montrer à tout le monde. Si je viens, que je suis en phase de comparaison, c'est pas parce que j'ai un code promo que je vais acheter tout de suite. Peut-être essayons d'abord en fait de les convaincre, de gagner la confiance avant même en fait de jouer notre carte prix. Alors, en tout cas, pour moi, ce qui est important, c'est d'abord l'utiliser en fait auprès de notre intentionniste, et puis après peut-être chez les considérateurs, ceux qui ont évidemment montré le niveau d'engagement le plus élevé. Ouais, une des difficultés juste avec ça, c'est, effectivement de réussir à faire en sorte que la personne retrouve son code plus tard. Donc c'est là l'intérêt aussi de pas forcément toujours le faire en direct, mais de passer par des solutions parce que, vous allez l'afficher, via la solution e-commerce, quand la personne est sur la page. Mais par contre, si la personne revient 2 jours après, il faut réussir à retrouver la bonne personne et cetera, sinon il y a plus le code et cetera. Donc on l'a vu tout à l'heure avec le Messi Middle, suivre les gens, c'est important mais c'est difficile et cette étape-là, en fait, c'est hyper bon pour les taux de conversion. C'est difficile quand on veut réinventer l'eau chaude, soi-même. Créer le jeu. Et l'urgence, toujours nos intentionnistes, bon, ça tout le monde connaît en fait. C'est vrai que toujours on fait appel à des biais cognitifs là. Donc pas pareil, j'aurais toujours le même discours. On n'est pas obligé en fait de le montrer à tout le monde. Ça deviendrait presque contre-productif en fait. Si à chaque fois que je viens sur un produit, dépêchez-vous, ou X personnes sont en train de le regarder ou a été acheté à. Donc, il faut le faire plutôt à bon escient, déjà uniquement pour des internautes qui peut-être sont revenus, on parlait de ceux qui sont venus 3-4 fois en 7 jours sur la fiche produit. Effectivement, peut-être que pour eux, c'est peut-être intéressant d'essayer d'accélérer un petit peu le closing
pour leur demander en fait de venir et en jouant un petit peu sur ces éléments-là. Donc voilà, c'est des messages à utiliser et encore une fois, pas à généraliser. Donc quand on voit de l'hésitation et quand on voit des internautes en fait qui reviennent souvent, c'est quand même pas mal. Évidemment, en fait, ça fonctionne quand on joue un peu sur l'urgence. On améliore notre taux de conversion. Alors, est-ce que la personne ne l'aurait pas acheté in fine? Probablement. Mais ce qu'on veut, nous, en fait, c'est diminuer ce délai d'achat, faire en sorte que dans notre Missy Middle, on aille un petit peu droit au but. C'est le concept de FOMO, de Fear of Missing Out, en fait. Alors, le méthodo, je crois que ça, c'est la méthode de non seulement bien, mais Ouais, on parlait tout à l'heure en fait d'amélioration continue, de pouvoir mesurer en fait hein, tout au long du processus. Évidemment, ça se fait à travers ce qu'on appelle l'uplift. Donc très concrètement, hein, même principe que sur la B-test, on va prendre en fait un groupe de contrôle, on va prendre 50% des internautes qui vont être exposés à un message, puis 50% des internautes qui eux ne le seront pas. Puis on va comparer en fait du coup les résultats et la comparaison des résultats, ça nous donne un uplift. Et donc si c'est positif, c'est ce scénario-là en fait qui nous a permis d'améliorer les choses. Si au contraire ça dépasse, ça ne nous a pas forcément amené plus de résultats. Il faut juste bien avoir en tête la significativité. C'est pas un mot très simple à dire en webinaire, mais j'ai réussi sur bravo. des groupes de contrôle. Donc évidemment, il faut qu'on soit quand même sur des statistiquement parlant sur un volume intéressant et sur une durée. Donc quand notre volume est trop faible, il faut peut-être allonger la durée des tests. Donc n'allons pas tester sur des micro-cibles, des micro-segments. Je pense qu'on serait plutôt en fait sur des chiffres qui vont nous faire plaisir, mais qui pourraient être plus liés au hasard qu'à autre chose. Une question, est-ce qu'il y a un trafic, un volume minimum pour effectuer un A/B test qui est fiable? Ouais, Je dis que avec 100 visites, même 500 visites, je dirais moins 1000 visites, puis après tu peux jouer sur la durée en fait. Hein. Si on n'a pas assez de monde en fait à l'instant T, peut-être qu'il faut essayer d'allonger un maximum en fait un maximum de scénarios, mais une centaine de visites c'est trop faible en fait pour sortir des sortir des tendances qui sont fortes. Encore une fois un petit peu sur l'intuition finalement. Dans le test, hein, quand on priorise les tests, il faut quand même penser à ça aussi. En fait, hein. Tout à l'heure, on a parlé en fait des intentionnistes, on a parlé des considérateurs. Quand on sait que 97% de notre site ne convertit pas, 60% d'entre eux, voire 70%, c'est la considération. Donc, clairement, en fait, là, on a un bassin d'audience qui est quand même assez intéressant. Et généralement, en fait, pertinent pour travailler. Pareil chez les intentionnistes, hein, entre 10, 15, 20%, ça dépend des sites. Donc là aussi, en fait, hein, on a quand même un bassin d'audience qui commence à être pertinent pour travailler tout ça. Ce qu'il ne faut pas, c'est de rentrer sur des sous-segments, en fait, qui intellectuellement peuvent être passionnants, mais statistiquement, pas forcément très pertinents. Max, j'imagine que vous faites beaucoup d'A/B tests avec vos clients. Ouais, toujours. Et ce qui est intéressant, et en média, c'est la même chose, mais tu as peu de partenaires qui proposent cette fonction-là, mais le fait de garder une zone blanche qui est pas touchée, ça, je trouve que moi, c'est toujours un indicateur de confiance, parce qu'en fait, quand tu as plein de partenaires médias hors Google, Facebook and Co qui viennent et qui disent on va révolutionner ton mix média, et en fait, tu jamais cette zone blanche, tu jamais de vrai test d'incrémentalité, et en fait, tu sais pas à quel taux de cannibalisation tu vas avoir, tu sais pas ce qui se passe. Nous, pour donner un exemple, mais nous, on avait eu un partenaire de retargeting. J'avais enlevé le déclenchement du tag sur la homepage pour tous les utilisateurs qui avaient rebondi. Le volume a baissé de 80%. Ça veut dire que 80% de mes dépenses étaient sur des gens qui avaient rebondi. Donc ça en dit long. Donc ouais, faites des tests d'incrémentalité, ça c'est très cool. Et c'est bien de le garder en permanence, comme disait Oui, Olivier. encore une fois, c'est l'idée de toujours faire son CRO en continu. Si c'est pas un contenu, si c'est un one shot, en fait, c'est pas du CRO. Et je crois que on va finir trois conseils à garder en tête. On a beaucoup parlé, mais on va essayer de tout résumer en 30 secondes chrono. Olivier, est-ce que tu veux commencer par le premier conseil? Alors, le premier, évidemment, comprendre vos visiteurs, analyser leur comportement d'achat. Si on veut les aider, on est obligé de passer par cette étape. Max? La notion de priorisation des actions en fonction des impacts sur le taux de conversion, j'aime bien aussi le caler avec la notion d'effort
En fait, faire un peu une matrice effort-impact. Vous regardez sur Google, ça se trouve. Et ça vous permettra de lister les actions et de les prioriser. Parce que parfois, il y a les quick wins et il y a les slow wins. Et ben, parfois, les slow wins, en fait, ils sont tellement longs à mettre en place que ça vaut pas le coup. Donc, ça revient à la notion de créer une roadmap pour son CRO dans tous les cas. Et le troisième conseil, je vais voir si je peux pas le boucler en 10 secondes. Continuez à mesurer vos actions. En fait, c'est très simple. En fait, si tu fais du CRO une seule fois, ça sert à rien. En fait, le CRO, ça se fait à long terme, des petites actions, des petites améliorations en continu. Si tu ne fais pas comme ça, si tu fais que des gros changements ponctuellement, tous les, je sais pas, 3 mois, en fait, tu perds tellement d'historique, tes résultats sont biaisés. Donc, il faut toujours le faire en continu et il faut mesurer chaque changement, chaque modif que tu aurais apporté à chaque action. Voilà, j'espère que ce webinaire vous a plu. Si vous voulez aller plus loin dans les diagnostics de votre stratégie CRO, je vous invite à retrouver en description de cet épisode et en commentaire épinglé la checklist e-commerce qui vous permettra de faire le diagnostic de votre stratégie actuelle. C'était Maxence Andersman, fondateur de l'agence Make Sense for Digital. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et si le CRO vous intéresse, je vous mets juste ici la playlist avec toutes les vidéos de la chaîne qui traitent du CRO, notamment la masterclass qu'on avait fait avec Kevin Miguet, qui est expert CRO spécialisé sur Shopify. C'est précis, mais ça vaut le coup si vous avez un site e-commerce. Donc je vous mets la vidéo tout de suite.